Merci beaucoup de m'avoir inclus dans le programme. Je suis ravie de clore ce magnifique colloque. Mon travail se rattache sans doute plus aux présentations d'Éric Buge, que je n'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de voir, de Philippe Stamenkovic, de Louis-Gaëtan Giraudet et Hélène Guillemot, entre autres, donc sur le rapport expert-citoyen, la nature du travail citoyen, entre travail de représentant ou de complément au système représentatif. Mais j'essaie d'y introduire un horizon plus général, peut-être parce que j'ai vocation à fournir une réflexion de théoricienne de la démocratie. Donc, ma question est donc, les citoyens peuvent-ils faire la loi? Je la pose parce que la Convention citoyenne pour le climat, pour moi, elle permet de poser à nouveau frais une question de théorie politique fondamentale, qui est, au fond, est-ce que la démocratie est possible? Est-ce que le gouvernement du peuple est possible par le peuple et pas juste pour le peuple? Centralement, est-ce que les citoyens sont capables de faire la loi qui a vocation à les gouverner? Et quand je dis faire la loi, c'est vraiment au sens de la créer, de la fabriquer, d'en concevoir l'esprit et d'en rédiger la lettre, d'en être les auteurs au sens propre, et pas juste au sens de influencer ou valider ou voter ou même simplement autoriser la loi. Mon observation empirique de la Convention ainsi que les interventions précédentes, au moins certaines d'entre elles, me font pencher pour la conclusion que je comptais défendre de toute façon, mais de manière peut-être plus prononcée encore. Je pense qu'on peut dire que, en effet, les citoyens sont capables de faire la loi. Mais évidemment, c'est sous conditions et ces conditions sont quand même très exigeantes. Je dois dire que cette conclusion positive à laquelle je suis arrivée a dépassé mes attentes théoriques. Je ne suis pas allée à la convention en me disant que c'était la conclusion que j'allais en tirer. J'étais quand même déjà arrivée avant à la conclusion par un chemin à la fois théorique et empirique que les citoyens tirés au sort avaient vocation à générer un agenda général, à formuler des visions de société et même éventuellement à formuler de manière assez précise le contrat social d'une société. Cette dernière conviction, je l'avais forgée dans ma confrontation à l'exemple islandais, dans lequel 25 citoyens ont écrit en 2010 une nouvelle proposition de constitution sur la base des idées fournies par 950 citoyens tirés au sort et avec l'aide du public à travers un processus de crowdsourcing innovant. Et ce qui était remarquable dans ce processus, c'est que les Islandais n'ont pas juste écrit une constitution nouvelle, mais ils ont écrit une bonne constitution nouvelle, d'un niveau en fait comparable, voire supérieur selon moi, à celui des deux propositions faites au même moment à peu près par des experts, donc des juristes, des constitutionnalistes, des gens sélectionnés sur leur expertise, au même moment et pratiquement sous les mêmes conditions. Mais même en ayant cette a priori favorable, restait la question de savoir si les citoyens sont capables de produire, de faire, de fabriquer des propositions de loi sur, par exemple, un sujet aussi technique que le changement climatique, telles qu'elles puissent être soumises sans filtre à référendum ou application réglementaire. Alors, il y avait bien le précédent de la Colombie-Britannique, donc où il y avait eu une assemblée citoyenne d'une centaine de personnes qui avait proposé, au bout d'un an de rencontres, un nouveau système électoral de très grande qualité, jugé tel par des experts. Mais c'était quand même une tâche plus restreinte, plus ciblée, dans un contexte plus régional. Et en effet, une autre grande inconnue, c'était est-ce que c'est possible à des citoyens tirés au sort de s'acquitter de cette tâche dans un pays grand et multiculturel comme la France, où la possibilité d'un consensus sur n'importe quel sujet semble plus évanescente. Les précédents avaient plutôt eu lieu à des échelles plus petites, quelques centaines de mille ou quelques millions d'habitants, ou dans des pays plus homogènes, donc l'Islande ou l'Irlande. Donc ce gantelet jeté en fait par le président Macron au départ, c'était pas gagné d'avance que ça marche. Et c'était même risqué d'une certaine manière parce que si ça avait raté, ça aurait pu jeter le discrédit sur la participation citoyenne, juste parce que c'était peut-être pas la question idéale, ni la tâche ou le format idéal. Moi, je pense que d'une certaine manière, le risque à payer parce que les citoyens ont réussi là où beaucoup ont prédit qu'ils échoueraient. Donc, je ne vais pas faire la démonstration d'ailleurs du fait qu'ils ont réussi parce que je pense qu'à ce stade, ce n'est plus tellement disputé. Les 149 propositions ont été attaquées pour toutes sortes de raisons. Soit elles sont considérées comme trop triviales, trop timides, déjà connues, ou au contraire, elles sont considérées comme trop radicales, qui sont ces Khmers verts, etc. Mais au final, on entend peu de gens, ou de moins en moins de gens, se plaindre du fait qu'elles soient mal ficelées, trop vagues ou incohérentes, etc.
D'ailleurs, 50 de ces mesures ont déjà été appliquées apparemment, les autres sont en discussion au Parlement, elles sont traitées avec une certaine considération, donc certes, elles vont peut-être être vidées de leur sens, détricotées, etc. Mais ce sera sans doute plus parce qu'elles heurtent des intérêts que parce qu'elles sont mal faites en tant que telles. Donc de mon point de vue, les 150 ont rempli leur mandat. Ils ont fait des propositions de loi de qualité qui auraient pu devenir loi si la Constitution le permettait. Et c'est en soi une réussite assez incroyable quand on se rappelle du niveau de connaissance d'où les citoyens partaient au premier week-end. Moi, j'ai souvenir d'avoir entendu une participante demander si les bouteilles plastiques accrochées aux éoliennes pour faire peur aux oiseaux généraient de l'électricité. Quand on voit aussi les obstacles que la Convention a dû surmonter, entre les reports dus aux mouvements sociaux, jusqu'à la mise en ligne brutale forcée par la pandémie, etc., c'était quand même assez difficile. Par contre, ce qui reste à prouver à mon sens, c'est que cette réussite est bien celle des citoyens et pas celle des experts. Et je prends le mot expert ici au sens très large qu'il a eu dans la Convention. C'est devenu un mot pratiquement coextensif avec l'ensemble des intervenants qui étaient là sur une base autre que celle du tirage au sort. Quand on regarde le site de la Convention pour le climat, je crois qu'il y a un encart où ils disent qu'il y a eu 160 experts mobilisés pour aider une assemblée de 150. Et au final, je ne sais pas trop qui compte comme expert d'après cette terminologie. Moi, j'avais le sentiment qu'il y en avait trois types. Il y avait des scientifiques, donc des gens qui sont estampillés experts sur la base d'un diplôme ou d'une expertise universitaire. Il y avait des gens qui étaient là sur la base d'une expertise plus prudentielle, plus empirique, par exemple, comme de fait les animateurs, par exemple, qui venaient avec une certaine connaissance de la participation citoyenne. Il y avait l'expertise des activistes, l'expertise de certains intervenants, de certaines personnalités politiques. Donc, il y avait toutes sortes d'expertises au final. Je ne suis pas sûre que le terme était toujours très légitime, mais enfin, pour mon propos, ça importe assez peu au final, parce que ce qui compte, c'est de savoir si oui ou non ces autres intervenants, ces autres participants non citoyens tirés au sort, finalement, ont plus de mérite dans la formulation de la proposition de loi ultime, ont plus de crédit à revendiquer que les citoyens eux-mêmes. Et alors, donc, il y a une objection assez radicale qui dit, bah oui, au final, tout ça, ça a été créé par les experts, les animateurs, les membres du COGOUV, pas vraiment les citoyens. Il y a une version plus soft de l'objection qui dit, au fond, c'est une co-construction, c'est un produit hybride, c'est pas une production purement citoyenne. Donc la question initiale se repose différemment. Est-ce que les citoyens ordinaires peuvent se servir des experts, peuvent s'appuyer sur des experts et travailler de manière très étroite avec eux, sans pour autant renoncer à leur souveraineté sur le texte, en quelque sorte? Est-ce qu'on peut augmenter l'intelligence collective des citoyens de l'intelligence des experts sans que les experts, au final, tirent la couverture à eux ou s'arrogent le mérite des propositions? Et selon moi, je pense que la réponse est encore oui, même s'il reste vrai, et tout ce qui a été dit avant, à mon avis, est très juste, qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de design, il y a eu certains abus, certains éléments de partialité indéniables, il y a eu des tentatives de cooptation du processus, et peut-être que les experts, au sens large, ont eu plus d'influence qu'il n'était légitime de leur en donner. Donc là, j'ai trouvé que les résultats de Dimitri Courant et Simon Baekland étaient assez suggestifs. Et malgré tout ça, je pense que le résultat appartient bien aux seuls citoyens et qu'avec un meilleur design à l'avenir, ces abus pourraient être encore mieux limités pour maintenir cette souveraineté des citoyens. Et la clé, c'est en effet, comme le disait Philippe Stamenkovic, c'est de maintenir les experts on tap et pas on top, à disposition, pas en position de contrôle. Pour faire une brève parenthèse, avec Claire Méliès-Wilson, on s'est demandé d'où l'expression venait. On n'a pas vraiment su répondre. Nous, on l'a rapporté à un activiste qui s'appelle Tom Attlee, qui est quelqu'un qui écrit sur la démocratie de manière très sage et fine, que je recommande. Donc, on n'a pas su tracer l'origine de l'expression, et donc c'est pas clair qu'il y a une définition établie. En tout cas, moi, ce que j'entends par ça, c'est pas tout à fait la même chose que la définition proposée par Philippe. À disposition, pour moi, ça ne veut pas dire que les experts se tiennent dans une position passive, attendant d'être sollicités, mais que ça veut dire que quoi qu'ils fassent ou disent, leur fonction est de servir le groupe citoyen, pas de le contrôler. Donc ça n'empêche pas l'initiative et un rôle actif des experts, mais il y a toujours une hiérarchie claire des rôles et une souveraineté qui est organisée pour rester entre les mains des citoyens.
Alors, je pense que c'est ce type de relation qu'on a observé dans l'ensemble de la Convention. La seule exception étant peut-être le rapport avec les experts du comité de gouvernance. Donc ça, c'est un sujet délicat que je garde pour la fin. Et donc, dans la mesure où cette hiérarchie a été respectée, ça laisse pour moi, aux citoyens, l'entière responsabilité des propositions faites au final. Je mentionne aussi, c'est très important parce que c'est un point comparatif qui n'est pas souvent fait, mais qui est essentiel. Il faut aussi se comparer, comment dire, pas avec un idéal où en fait les citoyens inventeraient tout d'eux-mêmes et sans aide aucune, mais avec le monde réel où finalement les parlementaires eux-mêmes sont très aidés, se font massivement aider par les lobbies, les comités d'experts. Et au final, pourtant, c'est eux et eux seuls qui signent la loi. Et donc, je ne vois pas pourquoi on envisagerait la chose différemment pour les citoyens. Alors, peut-être qu'on peut parler de co-construction en un certain sens. Là encore, co-construction, ça peut tout vouloir dire. Après tout, c'est ce que disait la lettre de mission d'Édouard Philippe. Mais ça me paraît un peu trompeur parce que ça suggère une certaine égalité de statut. Or, on ne dit pas que les parlementaires font de la co-construction de loi sous prétexte qu'ils s'appuient sur des travaux experts et même oui, le travail des experts. On dit bien qu'ils font la loi. Alors, ça ne serait vrai dans la Convention que si les citoyens ne sont pas complètement dominés par les experts. Là encore, l'observation empirique et tout ce que j'ai entendu de vos propres observations me paraît conforter l'idée que ce n'était pas le cas, qu'ils n'ont pas été dominés. D'abord, dans le cas où ils ont suivi les experts sans trop broncher, ce qui pourrait être inquiétant, en fait, on peut voir qu'il y avait des raisons souvent objectives de le faire. Donc, Louis-Gaëtan Giraudet et Hélène Guillemot ont très bien fait la démonstration sur l'obligation de rénovation globale. J'étais dans le même groupe et j'en ai conclu la même chose. Par ailleurs, comme les citoyens se sont rebiffés sur des sujets où les experts faisaient consensus, ça prouve bien qu'ils ne suivent pas toujours le consensus. En tout cas, quand ils le suivent, ce n'est pas forcément par apathie, inertie ou déférence. Le cas emblématique, donc, c'était la taxe carbone. On n'en a plus tellement entendu parler après le deuxième week-end. Et je précise d'ailleurs que cette assertion d'indépendance par rapport au consensus qui ne leur convenait pas, n'était pas toujours justifiée. Par exemple, peut-être que sur la taxe carbone, ce n'était pas justifié, mais moi, j'ai trouvé que c'était encore moins justifié sur le rejet du référendum, par exemple. On a eu le sentiment, enfin, c'est mon interprétation, qu'il y avait en partie un désir de ne pas être la créature de Macron. Et donc, voilà, comme Macron avait parlé de la possibilité du référendum, eh bien, ils se sont mis en posture défensive de rejet du référendum. Et enfin, il y a eu, je trouve, tout au long, en tout cas, moi, j'ai observé une résistance plus subtile et très intéressante dans la relation des citoyens aux experts, hein, de manière large, sous différents modes. Donc, la réouverture des boîtes fermées par les experts, le rejet du moindre positionnement normatif caché de leur part, et un questionnement des procédures de la Convention décidées par le COGOUV et les animateurs. Alors, je vais donner quelques exemples juste pour illustrer le propos. Ce n'est pas exactement démonstratif, mais ça n'a pas forcément valeur probante. Mais je pense que quand on accumule des exemples de ce type, ça donne quand même une indication qu'il y avait un vrai poids, un vrai souci d'autonomie de la part des citoyens. Donc, la réouverture des boîtes, je me souviens, c'était la toute première session, en fait. Il y a eu une présentation du comité légistique sur les normes juridiques dans le droit français. Et donc, on a eu une présentation PowerPoint par la conseillère d'État qui était, il faut bien l'avouer, très ennuyeuse, très longue, très complexe. Moi, j'ai complètement décroché et je voyais bien que je n'étais pas la seule. Excusez-moi. Et donc, je voyais bien que les gens dormaient un peu, ne prenaient pas tellement de notes, etc. Tout à coup, donc à la fin, à ma grande surprise, un participant, un homme d'une cinquantaine d'années, pose une question extrêmement précise. Il dit « Dans le tableau de la hiérarchie des normes, vous n'avez pas noté la place des contrats. » Alors, la réponse de l'experte au début, assez assurée, c'est de dire, donc je cite, « C'était pour vous éclairer sur ce que vous allez proposer. A priori, vous n'allez pas proposer des contrats. Il y a deux types de contrats, privés et administratif, je n'arrive plus à me lire, mais ce n'est pas dans ce que vous allez a priori. Enfin, cela étant dit, si, c'est une excellente idée, ça fait partie aussi de ce que vous pourriez proposer, des contrats entre les personnes privées sur certaines choses. Vous avez raison, ne vous bridez pas pour la suite, vous avez raison. » Donc là, on observe à mi-phrase un revirement à 180 degrés de l'experte sous l'effet d'une simple question citoyenne qui lui fait admettre qu'elle a commis un oubli, en quelque sorte, qu'elle a fermé un espace des possibles.
Et par ailleurs, il y a toute une, enfin, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce que j'ai observé moi de l'observation du comportement des experts au fil des séances, qui allait, selon moi, vers plus d'humilité. J'ai trouvé que c'était assez transformateur pour eux, comme pour les citoyens. Alors, sur le rejet des positionnements normatifs, il y en a eu plein d'exemples. Le plus frappant pour moi, c'était, je crois, en session 5, entre une experte que je ne vais pas mentionner, parce que si j'ai bien compris, on ne mentionne pas les noms, mais je pense que les autres observateurs de ce groupe vont savoir de qui je parle, qui a pris une position très, très normative sur le sujet des dépenses. Elle a dit, vous comptez sur beaucoup de dépenses, si votre convention fait plonger le déficit français de 10% du PIB, le président va dire, je ne peux pas couler la France. Et alors donc, elle mentionnait la contrainte budgétaire de Maastricht. Et alors, les citoyens ont vraiment réagi de manière assez agressive. Le citoyen, comment dire, la personnalité forte du groupe a dit j'y crois pas, c'est votre interprétation, laissez le président tranquille, qui êtes-vous, qui est cette femme, pourquoi elle ne se présente pas, pour qui travaille-t-elle? Et ensuite, il y a un autre citoyen un peu plus posé qui a dit écoutez, je comprends qu'on doit faire attention à la question du financement, mais s'en préoccuper maintenant, c'est un peu trop tôt. On va y penser, on va trouver des solutions, ne nous pressez pas. Donc là encore, une résistance à la fermeture et à l'encadrement par certaines préconceptions expertes. La résistance au cadrage. Alors ça, j'avais un exemple encore très frappant du webinaire de mai, du 31 mai, quand on a discuté de la possibilité d'un référendum sur certaines propositions. Les animateurs ont présenté là encore un PowerPoint qui expliquait toutes les options sur la base des recommandations du comité légistique. Or, il n'y avait pas la possibilité d'un référendum à choix multiple. Donc, quelqu'un dans le chat, un citoyen, dit un référendum à choix multiple n'a jamais été organisé en France, est-ce qu'il aurait plus de chances d'être accepté? L'animatrice donc de Mission Publique à ce moment-là dit, je cite, « Le comité légistique a choisi de ne pas le mettre en option car ça leur paraît assez incertain vu que ça n'a jamais été utilisé en France. » Une citoyenne dans le chat dit qu'est-ce qui est incertain. Et tout ça passe, ça lasse en fait. Et puis peu de temps après, Cyril Dion, le garant, intervient et dit quand vous dites que le comité légistique a écarté cette possibilité d'un référendum à choix multiple, ça ne veut pas dire que ce n'est pas techniquement possible. Il me semble que c'est aux citoyens d'en décider, pas au comité légistique. Et alors là, l'animatrice devient un petit peu sur la défensive. Elle dit, mais je n'ai pas dit que le comité légistique l'a écarté, mais qu'ils ont choisi de ne pas instruire cette hypothèse. Donc, c'est une formule un peu, comment dire, ambiguë, qui revient un peu au même quand même. Donc Cyril Dion insiste, il dit c'est important que ça reste une hypothèse ouverte et c'est aux citoyens d'en décider. Et il y a plusieurs personnes dans le chat qui expriment leur accord. Je trouvais que c'était un moment très important où en fait c'est les structures de l'Assemblée qui ont permis d'amplifier les signaux faibles qui étaient présents dans le chat, donc la présence d'un garant assez expressif, donc qui protège un peu l'autonomie des citoyens. Un exemple de souveraineté sur le texte, j'essaie d'avancer, c'était là encore dans le groupe Se Loger, dans la session 5, à un moment, les animateurs insèrent une remarque d'expert en rouge dans le texte des citoyens. Alors là, réaction très violente, ça n'a pas été écrit par nous, le citoyen se lève, frappe l'écran du PowerPoint. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'idée d'un prix carbone, il faut mettre opinion de l'expert à côté de cette idée, ne pas la mélanger avec notre texte, nous n'avons pas écrit cela. Donc, c'était vraiment un moment où il y avait un sentiment de propriété très fort sur le texte et auquel il ne fallait pas toucher, il ne fallait pas tout mélanger, il ne fallait pas mélanger les souverainetés. Le questionnement des procédures, il y en a eu à tous les niveaux, à plein de moments. Hélène, tu es à 19 minutes. Voilà, d'accord, j'en prends 2 encore. Sur les squads, il y avait une minorité assez vocale qui n'était peut-être pas représentative d'ailleurs, mais qui a bien exprimé son rejet d'une certaine forme de sélection qui n'était pas par le hasard. La session 6 bis, c'était un constant barrage de critiques contre le comité de gouvernance quand ils ont commencé à parler de la crise sanitaire. Il y a eu des moments aussi de pushback contre les animateurs sur la méthode du consensus apparent. Moi, j'ai noté de nombreuses voix qui disaient est-ce qu'on pourrait faire un vote, qui n'ont pas souvent été suivis d'effet. Et d'ailleurs, donc c'est pour ça que j'ai posé la question sur le questionnaire qui semblait suggérer le besoin de réintroduire du vote. Alors, effectivement, la question était mal posée, donc on ne saura jamais à ce stade, mais je pense que c'est une vraie question.
Donc tout ça, pour moi, si vous voulez, témoigne de la capacité des citoyens à garder la main en dépit des tentatives d'influence. Alors, je serais contente de parler des objections à ce que je viens de dire, mais peut-être que je garde ça pour le Q&A. Le vrai problème pour moi, ça reste le comité de gouvernance, qui était très opaque, reste une instance de gouvernance externe aux citoyens. Or, les parlements n'ont pas de comité de gouvernance, ils ont des organes d'auto-gouvernance qui sont élus par eux, choisis par eux. Là, ce n'était pas le cas. Et la présence de citoyens tirés au sort dans ce comité de gouvernance ne résout pas le problème. Donc, je pense qu'il y a... Je ne dis pas ça pour nécessairement critiquer, parce que je pense que vu les contraintes de temps, de gestion, etc., ce n'était peut-être pas le moment de rajouter des questions de procédure, des questions de substance. Mais à l'avenir, si on institutionnalise ce genre d'assemblée, il faudra, à mon avis, se poser et confronter cette question de la gouvernance de l'Assemblée citoyenne pour que les citoyens puissent vraiment faire la loi au sens plein, si vous voulez. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup. Il y a 2 questions pour Hélène. La première, c'est, elle dit, vous avez fait une conceptualisation très intéressante du on-tap, mais comment mettre en œuvre concrètement si ce n'est en faisant confiance aux experts pour s'auto-contrôler? Oui, mais c'est comme dans toute forme de démocratie, on dépend de normes internalisées. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Qui garde les gardiens, tout ça, c'est très compliqué, mais je pense qu'on est dans un pays où finalement les experts sont quand même on peut espérer qu'ils ont un engagement envers la démocratie en plus d'être des experts, et je pense que c'est ce qu'on a vu. Et même quand ils arrivaient avec des habitus assez paternalistes, assez condescendants, on a vu ça quand même, hein, il y a eu des cas assez flagrants. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'au fur et à mesure, ils apprivoisaient le rapport aux citoyens et qu'il y avait une forme d'égalisation assez saine du rapport et même d'acceptation de leur position de subordination par rapport aux citoyens. Il y avait une forme d'humilité qui s'installait, j'ai trouvé. Merci. Dans la continuité, on vient d'avoir une question qui demande quels sont les freins à une démocratie plus accomplie en France? Ce sera peut-être plutôt pour les questions générales d'ailleurs. Je ne sais pas si ça s'adresse spécifiquement à vous. Oui, ça me paraît trop large là pour le. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il faut changer de constitution. Du coup, une question plus spécifique pour vous. Pourriez-vous revenir un petit peu plus sur un mode de gouvernance qui pourrait être souhaitable pour une assemblée citoyenne, autogouvernance selon vous? Alors, je n'ai pas du tout la réponse, hein. Je sais que j'ai entendu flotter l'idée d'un bureau élu. Je crois que c'est Jean-Michel qui avait évoqué cette possibilité. Mais moi, je pense que si on mélange les sources de légitimité, ça va créer des problèmes. On a déjà vu que les citoyens avaient très mal réagi au statut des membres de l'escouade, qui n'étaient pas donc tout à fait tirés au sort, qui étaient beaucoup plus basés sur l'autosélection. Et donc, je ne suis pas sûre que de la gouvernance par des élus au sein d'une assemblée tirée au sort, ça marche. Je pense qu'il faudrait mieux reproduire du tirage au sort, faire du tirage au sort, du tirage au sort, du tirage au sort. Et puis aussi s'appuyer sur comment dire, des règles qui sont là et qui sont juste... qui sont décidées une fois pour toutes et qui sont ensuite appliquées à chaque convention. Ils ne vont pas réinventer la poudre à chaque fois. Il y a des procédures de vote, des procédures de décision qui sont en fait juste pratiques et qu'on ne va pas remettre en cause à chaque fois. Merci. On a encore une question qui demande la question sur les contrats ne veut-elle pas d'un ancien juriste de droit des affaires internationales? Si, tout à fait, sans doute. C'était visiblement quelqu'un qui s'y connaissait très bien, mais c'est justement la beauté du tirage au sort. Quand on pense à des citoyens ordinaires, on se dit c'est des gens qui savent rien, mais non, c'est des gens tirés au sort. Donc dans l'échantillon, il y aura des juristes, il y aura des gens qui s'y connaissent en physique nucléaire, il y aura peut-être même un prix Nobel. On ne sait pas. C'est la diversité du groupe justement qui est enrichissante. Ça, c'est pas parce qu'ils n'ont pas été choisis pour leur expertise que le groupe ne contient pas d'experts. Donc c'est pas... ça ne me paraît pas une objection, ça. Il y a aussi une remarque d'Éric Buge que je lis. Quelques réflexions sur la comparaison avec le Parlement. Les experts auditionnés sont choisis par les parlementaires. L'assistance technique et juridique est fournie par la fonction publique parlementaire dont l'éthos correspond exactement à ta définition du on-tap. Ils sont toujours au service des parlementaires avec une hiérarchie claire. Ils ont le rôle à la fois du groupe d'appui et du comité légistique et l'animation est politique. Les présidents de commission et de l'Assemblée nationale sont élus. D'accord. Merci Eric. Il y a encore une autre question pour Hélène
qui demande de facto, les parlementaires sont loin de faire seuls la loi, car la dynamique réelle est bien loin de l'idée constitutionnelle. Si tu prenais en compte les interactions avant et en dehors de la Convention citoyenne, ne pourrait-on en dire autant de la Convention citoyenne pour le climat? Oui, bah, je pense que de fait, cette idée qu'il y a une sorte de pureté ou qu'il faut que les citoyens soient dans l'isolement complet, c'est pas tenable. C'était une erreur que les Islandais ont fait d'ailleurs, en fait. Ils se sont mis dans un vase clos en essayant de ne pas s'appuyer du tout sur l'expertise existante dans le système, et ça les a isolés et ça les a délégitimés. Donc je pense qu'il faut arriver à penser une souveraineté qui est en même temps fondée sur tout un tas d'interdépendances et de co-construction. Enfin, j'aime pas trop le terme parce que là encore, c'est un peu flou sur ce que. Enfin, la signification est un peu floue, mais ça va pas être un travail solitaire. Solène, il y a une question de Bernard en plus. Tu veux la lire? Oui, j'allais la poser. Alors, du coup, oui, Bernard pose la question qui dit l'article 6 de la Déclaration de 1789 affirme que tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à une formation de la loi. Personnellement, ce n'est pas collectivement. Comment vois-tu le passage au collectif? Oui, mais ça, c'était peut-être une erreur de nos constitutions. C'est comme aux États-Unis, il y a un rejet de l'existence collective du peuple. Je pense qu'on peut peut-être se passer à autre chose maintenant et que ça m'évoque plutôt la présence du peuple par le référendum, hein, d'ailleurs, une vraie masse critique, parce que c'est pas le cas dans les assemblées citoyennes qui restent pour moi des instances représentatives avec une participation très limitée. Merci. Il y a une question de Salma qui demande est-ce que tu penses que le sans-filtre qui a exigé des citoyens qu'ils aillent jusqu'au détail de l'écriture de la loi allait dans le sens de plus de démocratie? Parfois, j'avais l'impression que cela les faisait perdre des débats plus généraux, mais peut-être aussi par manque de temps. Oui, mais j'ai envie de dire que plus de démocratie, c'est pas toujours mieux, hein. Là, je repense, je viens de faire une interview de Léo Cohen, qui était un des membres du comité de gouvernance. Il a dit quelque chose que je crois très juste. Il a dit « Je crois que les citoyens peuvent faire la loi, mais il faut se méfier de la profusion délibérative ». C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a réussi à faire la démonstration, je pense, hein, que c'est vraiment ce qui s'est passé dans cette convention, que les citoyens peuvent faire la loi, qu'il faut leur faire faire tout le temps, tous les jours, sur tous les sujets. En gros, les conventions citoyennes, c'est un très bel outil, mais que ce n'est pas forcément quelque chose à mobiliser tous les jours sur tous les sujets. Il faut peut-être l'utiliser à bon escient.